Je prépare une émission de malade qui va être ultra piquante, et je vous le dis. Je prépare une émission sur l'intoxication de la société par la culture woke. Ah, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et pourtant, je suis un progressiste, mais merde, là, j'en ai plein le cul, en fait, quoi. Tu peux plus rien dire, tu peux plus rien faire. Je pense que je vais être tout seul dans cette émission. Probable. Je pense que... Bon, j'ai demandé, personne veut venir, donc ok, je fais une émission tout seul. Non, je suis sûr que j'aurai le professeur avec moi, c'est à peu près le seul qui viendra. Hola amigos et bienvenue dans Silicon Carne, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec mes potes pour décoder ensemble l'actualité caliente de la Silicon Valley. Cette semaine avec moi, j'ai Eve Halimi en direct de New York. C'est la patronne de Alinea, cette boîte de fintech. J'ai aussi Gary Von Brandelier. En fait, il s'appelle pas Von Brandelier, il s'appelle Brandelier, mais on l'appelle Von Brandelier parce qu'il est belge. Et il bosse chez Salesforce. Il est en charge notamment de tout ce qui est AI chez Salesforce. On est super content de l'avoir dans Silicon Carne. Et puis, l'indétrônable Kevin Smoot. Il est là depuis le premier épisode de Silicon Carne. On enregistre aujourd'hui le 132e. C'est Kevin Smoot qui est avec nous en direct de Nantes, de la West Coast française. Comment vous allez, les amis? Grosse forme. Alors, Au top. Grosse forme. Grosse forme, ouais. Avec un délai de 10 secondes. Je comptais, donc je te disais, ma fille a 42 de fièvre, j'ai pas dormi de la nuit, donc c'est grosse forme, et en plus de ça, je dois lancer des produits, donc sous pression, donc c'est top, là, pour le moment. Ok, super, et en plus, on a une émission énorme cette semaine. Moi, j'ai hâte d'enregistrer cette émission avec vous, parce que la Silicon Valley a encore pété un plomb. On a eu un festival d'annonces, toutes les plus énormes que les autres. Sam Altman chercherait à lever 7000 milliards de dollars. J'ai d'abord cru que c'était une coquille, même si j'étais en train de lire le Wall Street Journal, je me suis dit quand même, Wall Street Journal, ils ont pété un plomb, ils ont fait une erreur de 3-0. Non. Sam Altman cherche à lever 7 trillions de dollars et on va en parler dans Silicon Carne cette semaine. Et puis, on a le grand retour de Adam Neumann, le fondateur de WeWork, qui fait son comeback. C'est un peu comme Rocky et il veut racheter WeWork. On va en parler aussi dans Silicon Carne cette semaine. Et pendant ce temps, pendant que tous ces moguls de la Silicon Valley font des leurs, eh bien, on a le petit peuple qui brûle des Waymo à San Francisco et on va aussi en parler dans Silicon Carne. Bienvenue en 2024. L'émission commence maintenant. Alors, cette news, je la montre. C'est le Wall Street Journal qui a fait un article qui explique que Sam Altman, le CEO d'OpenAI, chercherait 7000 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, il a été voir les Émirats Arabes Unis, bien évidemment, c'est là qu'il a été en premier, mais aussi d'autres potentiels investisseurs. Et son objectif, c'est d'augmenter la production des puces, des chipsets qui sont nécessaires au traitement de l'intelligence artificielle. On sait que Sam Altman, je pense que Kevin, on en avait parlé dans une émission précédente, cherchait absolument à créer ses propres puces. Il y a une véritable pénurie aujourd'hui de chipsets. Il y a un leader sur le marché qui s'appelle Nvidia et c'est de plus en plus difficile d'acheter des puces et des solutions auprès de Nvidia. C'est aussi aussi rare qu'un sac Derby chez Hermès, quoi. On a l'impression. Et ces puces sont devenues un véritable enjeu, une vraie bataille à la fois sur un plan technique, technologique, mais aussi géopolitique. C'est vachement intéressant. Il y a une vraie bagarre qui est en train de se livrer la Chine et les États-Unis et aussi l'Europe. Tu veux nous en parler, Kevin, qui ne reste pas en arrière sur ce sujet-là. Elle essaye de jouer sa carte pour la domination technologique de ces chipsets stratégiques pour l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, les enfants ?
On l'attendait parce qu'au final, c'était déjà la rumeur sur la fond de la crise d'OpenAI à l'époque. C'était Sam Altman essaye de monter un side business de chip, etc. Il a été trouver les investisseurs. Donc, on savait pas le fond de l'histoire de ce truc-là. Maintenant, on sait que c'est 7 trillions de dollars. Donc, en effet, il y en a, ça a dû surprendre quelques-uns au bord d'OpenAI. Non, mais le mec était viré il y a quelques mois, on le rappelle, qu'en fait, il revient pas pour faire tourner les ventilateurs, il est pas là il revient et il cherche 7 trillions de dollars. 7 trillions de dollars, juste pour information, je monte ce tweet qui est assez impressionnant. Avec 7 trillions de dollars, Sam Altman pourrait racheter l'ensemble du marché des puces mondiales. Nvidia est en tête. Nvidia, ça vaut 1,77 trillion de dollars aujourd'hui en bourse. C'est juste n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une news qui vient de paraître comme quoi la valorisation, la capitalisation de Nvidia dépasserait l'ensemble du stock market de Hong Kong, quoi. Donc c'est hallucinant. Ouais, ils ont dépassé Alphabet aussi en termes de market cap. Ils ont dépassé Alphabet, effectivement. Ils sont en train de péter une durite Nvidia. Je sais pas si vous avez acheté du Nvidia. Mais la progression de Nvidia ces derniers mois en bourse est juste colossale. Donc avec 7 trillions, il rachète l'ensemble du marché. Il rachète Nvidia, il rachète TSMC, il peut racheter Broadcom, et même il lui resterait encore du pognon pour éventuellement même racheter Facebook, s'il voulait, quoi, en fait. Il pourrait même racheter Meta et faire. Donc Gary, est-ce qu'on est dans du délire là, ou quel est le rationnel derrière cette déclaration de Sam Altman? Je pense que c'est délirant au niveau du montant, c'est pas délirant au niveau de la stratégie. Les chips, c'est vraiment le nouvel or noir. C'est vraiment ce qu'il faut sécuriser maintenant pour pouvoir contrôler une partie du monde dans les années qui viennent. Et donc, en fait, il se dit, voilà, sa plus grosse contrainte, c'est ça. Il va trouver une solution pour couvrir sa contrainte. Alors, stratégiquement, c'est super intelligent. Après, voir comment il le met en place et effectivement lever cet argent-là, je pense qu'il est fort pour lever de l'argent, mais lever ce montant-là, ça va être un petit peu compliqué quand même. Quand on entend les start-upers se glosser qu'ils ont levé 5 millions ou 10 millions, c'est ça qui est taré dans la Silicon Valley, c'est que on a un Elon Musk qui nous dit I'm going to Mars, et puis on a un Sam Altman qui dit I'm going to raise, $7 trillion. Et là, tu te dis, toi, t'es un petit entrepreneur dans ton coin, et tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je fais, moi? En fait, moi, je suis une merde sur une pelle en bois. Parler de son frère aussi, Jack Altman, qui est très famous, très, très successful. Il venait d'annoncer qu'il a levé 150 millions pour son nouveau fonds, Alt Capital. Et il a fait un tweet qui est très drôle, qui dit, Sam, can you just let me have some fundraising news for like 1 week? You need to chill. C'est exactement ça. Il a même pas de compassion pour son frère. Il s'en fout. Non, mais c'est dingue. La Silicon Valley mène un train d'enfer. C'est ça qui est taré. Et on le dit souvent, la problématique c'est pas l'argent. On a l'impression que l'argent est une absolue commodité. C'est assez indécent pratiquement de voir des montants pareils et de voir que des gens. J'ai écouté Joe Rogan l'autre jour qui expliquait, ou je sais pas si c'était Joe Rogan ou c'était peut-être quelqu'un d'autre qui a montré. Non, c'était un journaliste qui expliquait que dans le cadre de l'investigation de la SEC sur Elon Musk avait été obligé de montrer les conversations qu'il avait avec d'autres entrepreneurs et investisseurs de la Silicon Valley. On a découvert les messages qu'il envoyait à Marc Andreessen en disant je vais racheter Twitter, et c'était des messages hyper laconiques où en gros il dit t'es prêt à investir combien, et t'as un Marc Andreessen qui répond 250 millions, mais sans aucun autre message, quoi. Il envoie un message à Larry Page chez Oracle, il lui dit je vais acheter Twitter, are you in? Yes. How much can you put? No more than $1 billion. Ma limite c'est 1 milliard, mais vas-y Coco. Et c'est dingue de voir et de voir qu'en fait tu vois, il y a pas vraiment de discussion stratégique, il y a pas de grosse réflexion, il y a pas de deck, il y a pas de, c'est juste petit meurtre entre amis. Il y a une véritable aristocratie dans la Silicon Valley avec beaucoup d'argent, et ça s'échange sous forme de SMS des millions et des milliards de dollars, quoi. C'est dingue. Parce que ta levée de fonds s'est pas passée comme ça, Carlos. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, bah. Je ne fais pas partie de ce cercle, malheureusement.
Bon, l'industrie du semi-conducteur, comme tu dis, Gary, c'est vraiment le nouvel Eldorado. On va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette industrie. Kevin, tu t'es intéressé un petit peu à ça. Moi, je suis pas un expert sur le truc, mais j'ai trouvé des infographies assez intéressantes. Je montre là la chaîne de valeur de l'industrie du semi-conducteur. Alors, vous voyez, c'est très très simple. Hein. Regardez, comme vous le voyez, c'est très simple. Il y a plein d'acteurs. C'est assez bien organisé. Je vous montre surtout la deuxième infographie qui est plus simple. Où en gros, si je comprends, et dis-moi Kevin si je me trompe, au centre, on a ce qu'on appelle des foundries, qui sont ces sociétés qui fabriquent les chipsets physiquement, quoi, en fait, qui sont les vrais industriels de la chose. À gauche, on a les equipment manufacturers, qui en gros fabriquent les pioches et les pelles, c'est-à-dire qui vendent des appareils pour fabriquer les chipsets. Et puis à droite, et ça semble être là d'ailleurs la catégorie la plus valorisée, c'est ceux qui designent les chipsets, c'est-à-dire ceux qui programment ces chipsets, ces semi-conducteurs, et qui les spécialisent par exemple sur l'intelligence artificielle, comme un acteur comme Nvidia. Et puis on a des gens qui font un peu les deux, qui sont à la fois foundries et aussi fabless companies, comme Intel ou Samsung. Explique-nous un petit peu mieux ce truc-là, Kevin, que les gens comprennent cette industrie. Le modèle original, c'était à la fois des designers et des foundries, donc typiquement Intel, qui du coup avaient leur IP et achetaient des machines pour produire leur IP. Donc le seul truc qu'ils avaient en externe, c'est ce qui est sur ton schéma, c'est du software, mais généralement en plus ils le surchargeaient ce software avec leur propre partie de software, donc c'était vraiment une plateforme de manufacturing, mais derrière ils avaient énormément de choses. La nouveauté, ça a été des Nvidia qui ont décidé dès le début de ne pas avoir de construction de chips, et ils se sont basés sur des foundries qui existaient, qui normalement étaient pour des semi-conducteurs de plus bas niveau. Tu vois, Intel, ils font du CPU qui était un peu le Graal, tu vois, à l'époque. Nvidia, pour des serveurs ou des ordinateurs personnels. Voilà, etc. Et donc c'est un modèle qui est apparu avec AMD, avec Nvidia, qui ont décidé, tu vois, de faire juste du design, etc., qui ont été super compétitifs sur les prix du coup. Et Qualcomm aussi, hein. Ouais, plus tard, mais sur des chips qui étaient vraiment chers. Pour AMD, c'était aussi des processeurs, ça a été aussi des cartes graphiques et des GPU. Et donc Nvidia est arrivé par-dessus aussi. Donc c'est un modèle hyper intéressant où il y a vraiment les deux. Moi je veux mettre le point aussi sur tu disais la pelle et la pioche, mais alors on est sur un niveau de pelle et pioche. C'est le summum de notre compréhension physique et d'ingénierie aujourd'hui. C'est des machines qui valent des centaines de millions de dollars. La machine. Et donc même les plus grosses presses métalliques pour construire des voitures, etc., qui sont des trucs dingues. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix, quoi, les mêmes ordres de grandeur et de prix. C'est des machines qui fonctionnent que dans des environnements hyper spécifiques. Il faut des environnements complètement clean, etc. Donc c'est vraiment complètement dingue. Tu parles du coup de cette chaîne de valeur, etc. Mais alors le procédé industriel, si on peut passer 5 minutes là-dessus, en tant que gros geek, qui est quand même apprécier la précision. Vas-y. 5 minutes c'est long, je te laisse 1 minute. 1 minute, en 1 million. Non mais en gros pour apprécier quand même la complexité du système, c'est que on est sur une base, je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, la gravure chimique. C'était utilisé par exemple à l'école de Nancy, si vous connaissez les vases dômes, galets, etc. Bien sûr. C'était on ne fait que ça. Moi le week-end je grave chimiquement des trucs. C'est simple. Tu fais des dessins avec du goudron sur du verre. Tu plonges ton bocal en verre dans ton vase en verre dans de l'acide. Ça attaque ton verre. Tu le retires, tu retires le goudron et t'as un joli dessin. En fait, ton vase ne s'est pas fait attaquer à l'endroit où il y avait le goudron, et puis t'as des jolis dessins qui sont comme ça. Bon, tu pousses ça avec 100 ans de technologie, et on fait la même chose où on imprime sur du silicone le dessin que tu veux aller graver de ton CPU pour le plonger soit dans un acide, soit avec des gaz, etc., pour aller effectivement creuser ces trous et ces canaux, etc. Ça, c'est juste une partie de l'équation de tout ce truc-là. C'est une chaîne de construction qui est gigantesque. Ce truc-là. Et ça, c'est les fonderies qui font ça? Dans les fonderies, ça arrive avec des machines qui s'appellent du coup des machines de lithographie. Donc là, on parle de extreme ultraviolette lithographie,
qui ont des problèmes physiques gigantesques parce qu'il se trouve que à la petitesse où on fait ces choses-là, les photons, ils se déplacent avec. On sait que la lumière, c'est à la fois des particules, mais à la fois aussi des ondes. Et donc les photons se déplacent sous un format d'onde. Et donc en fait, tes sillons que ça creuse quand tu fais ta lithographie, les sillons que ça creuse, ils sont plus droits à une certaine échelle. Ça fait des petites vagues. Donc du coup, ça crée des courts-circuits quand tu fais ton truc. Donc on doit inventer un nouveau système pour corriger le fait que ça fait que la lumière fait des vaguelettes, etc. C'est un délire de complexité. Donc ça, c'est des machines qui coûtent juste la machine là coûte des centaines de millions de dollars. Et il y a c'est simple, il faut avoir un silicone wafer. Donc là, c'est compliqué à faire. Il faut déposer les différentes couches de silicone qui sont la partie semi-conducteur, c'est des alliages de silicone et d'autres choses qui font les semi-conducteurs. Il faut faire un enrobage d'isolant, du coup, qui se fait lui attaquer par le système de lithographie. Derrière, il faut du coup faire la gravure chimique. Après, il faut comment ça s'appelle, doper, je crois. C'est on met des ions, on balance des ions dessus, et enfin on va les découper, le mettre sur avec ses petits connecteurs, etc. Son petit système de connecteurs, et lui mettre un heat shield. On est à 7 étapes. À chacune de ces étapes, c'est des machines qui coûtent des centaines de millions, qui sont dans des environnements stériles, qui demandent évidemment une ingénierie, une R&D complètement dingue. Mais les personnes qui sont spécialistes dessus, le problème, c'est même pas, on dit, 7 trillions, ça paraît énormément d'argent, mais en fait, la problématique, elle est pas simplement une problématique d'argent, c'est que, comme tu le dis, il y a besoin d'ingénieurs pour faire ça, qui sont ultra qualifiés, et il y a une vraie pénurie. C'est-à-dire qu'on peut mettre 7 000 milliards de dollars sur la table, mais je suis pas certain qu'on ait les gens qualifiés. Et si tu mets 50 milliards, parce que tu dis, la machine, elle coûte 700 millions, il y en a 7, plus faire le bâtiment, et puis tu ramènes des gens, en fait, tu peux pas commander des machines. Il n'y a pas assez de fabricants de machines, il n'y a pas assez de silicone, il n'y a pas assez d'ingénieurs pour le faire. Donc en fait, c'est une industrie complète qu'il faut mettre en branle pour multiplier par autant le truc. Donc les 7000 milliards, en fait, ils deviennent réalistes parce c'est hyper pénuriste, et il faut attirer beaucoup plus de gens. Il faut mettre en marche à plusieurs niveaux des choses qui ne sont pas du tout en marche, qui sont pas juste une petite réglette à pousser, parce que c'est le summum de la technologie qu'on fait aujourd'hui. On s'en rend pas compte qu'on a ça dans la poche, mais on a ça dans la poche. Et c'est sans parler en plus du fait qu'une fois que tu as tes chips, tu peux encore trouver tes ingénieurs intelligence artificielle qui se trouvent pas facilement pour le moment, pour développer après du software dessus. Donc non seulement tu as déjà des chips, mais en plus même trouver les ingénieurs qui font le software pour l'AI, pour le moment ça se trouve pas facilement, et c'est très cher. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette fabrication, c'est quand même la taille de ces. Là, on parle de nanomètres. C'est super impressionnant de voir comment c'est fabriqué. L'autre truc qui m'étonne quand même pas mal, je pense qu'on en parle pas beaucoup, et pourtant c'est très très réel, c'est qu'au final, quand tu regardes une des foundries, c'est TSMC, donc TSMC, ils sont basés à Taïwan. Bien sûr. C'est étonnant on comprend l'enjeu géopolitique de la chose. Très important. C'était déjà très important avant. Maintenant, ça devient vraiment vraiment stratégique de s'assurer que, en tout cas, ici c'est une des foundries, qui est une des plus grosses. Si tu sécurises TSMC, tu te retrouves avec quand même un bon contrôle sur le futur du monde, quoi. Ouais. Et justement, je me posais la question en préparant cette émission, j'ai pas eu le temps de vérifier, de trouver la réponse à ça. Peut-être que vous la connaissez. Pourquoi est-ce que Taïwan, historiquement, est en tête sur cette industrie-là? Pourquoi cette île au large des côtes de la Chine s'est retrouvée historiquement leader de ce sujet? Vous le savez? Aucune idée. Aucune idée. Non. On va chercher. On va chercher. On va chercher. Sachant qu'il y a beaucoup de recherches qui étaient faites au Japon sur les semi-conducteurs, quand même, les Japon pendant été très très longtemps très en avance là-dessus. Donc il doit y avoir forcément une proximité géographique, plus des investissements américains ou des choses comme ça à côté qui se sont atterris à Taïwan, connaissant le protectionnisme japonais. Oui, mais quand on connaît la situation politique et géopolitique de Taïwan, on se dit c'est quand même très con d'avoir foutu ça à Taïwan, parce qu'on sait que la Chine veut récupérer Taïwan depuis déjà des années, puisqu'elle considère que Taïwan fait partie de la Chine. Alors d'avoir foutu cette industrie à Taïwan, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais c'est vrai que le Japon, il y a encore des sociétés japonaises effectivement très à la pointe d'ailleurs sur ce sujet-là, et des vieilles sociétés comme Nikon ou Hitachi ou des boîtes comme ça japonaises qui continuent
de l'idée en fait ce sujet. En tout cas, on comprend la nature stratégique et on va le voir. Sam Altman, c'est intéressant. Il va aller discuter avec les Émirats Arabes Unis parce que, comme tu dis, Gary, ces semi-conducteurs et ces chipsets deviennent le nouvel or noir. Maintenant, c'est un or bleu si on considère que le silicium est bleu. Et que bien évidemment ça participe de la transition stratégique de ces pays vers le nouvel or noir, quoi, en fait, qui sont les semi-conducteurs. Et que ces pays en plus ont l'habitude de créer des organisations pour contrôler un marché, vu qu'ils ont créé l'OPEC. Et ici, en fait, quand il réfléchit bien, s'il arrive à créer une organisation qui regroupe des corporates, donc des grosses sociétés, des VC probablement, et probablement des pays aussi, parce que je pense que les US ont tout intérêt à participer dans ce que Sam Altman est en train de faire, on va se retrouver avec un genre de OPEC pour les chips. Donc c'est assez intéressant à voir, parce que c'est très intelligent, c'est super stratégique. Et par contre, la grande question, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver vers une guerre de cartels, où au final, il va y avoir un groupe, j'imagine, chinois et autres, contre le groupe américain, au niveau de la sécurisation, de la fabrication de chips et de l'utilisation de ces chips pour de l'AI. À suivre, ça va être super intéressant. Eve, sur un plan du marché, là je montre la valorisation, la market cap des principaux acteurs de ces semi-conducteurs, donc Nvidia en tête, et on retrouve le nom de TSMC, Broadcom, Samsung, etc., etc. C'est un marché qui est en pleine croissance. Je montre ce graphique aussi qui montre le taux de croissance annuel en fait de ces boîtes-là. C'est juste absolument colossal. Quand on regarde Nvidia, la progression de Nvidia sur les 5 dernières années, c'est plus 1715%, de multiplication par 170. Si vous aviez mis 100 balles sur Nvidia il y a 5 ans, vous êtes riche aujourd'hui. Ce qui fait plus mal encore, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout, chacun de nous, on était tous gamers, je pense, à un moment ou à un autre. Et à l'époque, il y a 25 ans, on était tous en train de se dire, putain, il faut acheter la dernière carte graphique Nvidia. Non, on prend une AMD, etc. Et puis, mais maintenant, en fait, on aurait mieux fait d'acheter des stocks Nvidia plutôt que d'acheter des cartes graphiques Nvidia. Eve, est-ce que vous avez monté un ETF sur... je te dis ça parce que moi, je l'ai fait dans mon petit portefeuille de stock. Je me suis créé cette semaine un petit ETF perso, quoi, en fait, semi-conducteur, avec quelques portefeuilles. Non, mais ça vaut le coup d'investir sur ce sujet-là? Bah oui, c'est vrai, on voit beaucoup de gens qui investissent dans Nvidia parce que même l'année dernière, si tu avais investi $1,000 dans Nvidia, aujourd'hui, tu aurais $3,208. Donc, tu as un 3x return en juste un an. Ce qui est énorme. Et il y a 5 ans, ton $1,000 aurait été $18,569, ce qui est unheard of. Donc voilà, donc on a beaucoup de Gen Z qui viennent et qui s'achètent et qui se créent des propres baskets par eux-mêmes. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va faire par nous-mêmes aussi pour à l'offrir comme une des main strategies chez Alinea. C'est pas juste une annonce à la Musk, hein. Le projet de Sam Altman, effectivement, il est très très sérieux. Moi, je suis rentré un petit peu dans le détail de ce projet. Il est en train de faire les trucs. C'est pas juste une annonce comme ça dans la presse, hein. Il est en train de voyager. Il se trimballe. Il fait le Tintin là. Donc, il était effectivement aux Émirats Arabes Unis où il a rencontré Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Ce nom vous dit peut-être rien, mais en tout cas, c'est le plus haut responsable de la sécurité des Émirats. C'est le frère du président, hein. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, donc et il est aussi le patron d'un fonds qui est en pleine expansion et c'est aussi le président du fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Donc il parle d'Abu Dhabi, pardon. Il parle effectivement aux bonnes personnes. Il a été aussi rencontré Masayoshi Son, qu'on connaît bien, qui est PDG de SoftBank. On va en reparler tout à l'heure avec Adam Newman. C'est pas complètement con parce que Masayoshi Son, c'est il est très proche de Taïwan et un des investisseurs aussi dans TSMC. Donc on voit qu'il est en train de parler aux bonnes personnes. Et comme tu le dis, Gary, il parle aussi avec les États-Unis. Il aurait rencontré le secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, parce que bien évidemment, il y a des vraies discussions politiques et géostratégiques par rapport à ça. On rappelle la valorisation d'OpenAI, hein, c'est $100 milliards aujourd'hui. Donc ça paraît plausible en fait. C'est pas juste un effet d'annonce, hein. Il y a une très bonne série Titans That Built America,
et c'est sur l'histoire de Boeing, sur l'histoire de JP Morgan et des choses comme ça. Super intéressant ces 3 épisodes, vraiment ça vaut le coup d'être regardé. Et on se retrouve un peu dans la même optique où tu te retrouves avec des industriels qui sont très très bons et qui doivent répondre à une demande. Par exemple, dans le cas de Boeing, c'était une demande d'avion pour la guerre. Et ils sont arrangés pour le faire. Ils ont réussi à le mettre en place, des choses qui étaient absolument impossibles. Ils ont réussi à le mettre en place pour gagner la guerre. Ici, au final, la guerre, c'est la guerre de l'AI, ou c'est la course de l'AI pour le moment. C'est pas encore une guerre, on va dire. Et en fait, il va se retrouver avec des industriels. Lui, c'est le leader, et puis il va essayer de retrouver des gens qui vont pouvoir l'aider à réaliser ses rêves. Donc, historiquement, ça a déjà été fait, pas à ce niveau-là, avec ce genre de somme-là. Mais c'est pas impossible qu'il y arrive. Par contre, ce qu'il y a quand même derrière, c'est que je pense qu'il y a un énorme intérêt stratégique pour les US. Et donc, à quel point ils vont s'intéresser là-dedans, à quel point il faut aller négocier, parce qu'au final, tu t'associes avec les US, mais avec d'autres pays qui sont pas forcément très proches des US. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça behind the scenes? Ça va être très compliqué. C'est intéressant parce que quand j'ai lu ça et que j'ai commencé à analyser le move de Sam Altman, je me suis dit, en fait, c'est un énorme coup de bluff. Et je me suis dit, il fait ça juste pour faire bouger Nvidia, quoi. Parce que je pense qu'il est en train de demander des trucs à Nvidia et qu'il n'est pas en train de les obtenir. On se rappelle aussi que Meta et Zuckerberg a annoncé qu'ils allaient acheter pour je sais plus combien de milliards de dollars de chipsets à Nvidia. Et comme il y en a pas beaucoup, je me suis dit, en fait, c'est juste un coup de bluff pour que de la part de Sam Altman, ça serait très futé d'ailleurs, pour essayer de mettre la pression un petit peu sur Nvidia en lui disant, écoute, si tu veux pas me vendre tes chipsets, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire un conglomérat international et on va te niquer, quoi, en fait. On va te niquer, toi, Nvidia. Ça, j'y crois pas trop, moi. Parce que je pense qu'en fait, la stratégie vient de 2 modèles de pensée différents. Je pense que Jensen Huang, il est en train de se faire un max de pognon et il se dit, je peux faire ça tout seul. Et Sam Altman, il fait aussi un max de pognon, mais par contre, je pense que Sam Altman, il est en train de quand même se rendre compte à quel point l'impact de l'AI sur le monde est gigantesque. Et en fait, je pense que Jensen Huang, lui, il se dit, bon, je vais, tu vois, banker sur, je vais réussir à vraiment gérer la demande, croître mon entreprise, etc. Mais je suis pas sûr qu'il pense vraiment à l'impact sociétal. Tandis que Altman, il est à fond dessus, il comprend exactement ce qui va se passer. Il en a assez peur, d'ailleurs. Il parle pas d'avoir peur de Terminator ou quoi que ce soit. Il a peur de petits changements sociétaux qui vont arriver via l'AI et qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est du coup comme ça qu'il voit le plan, c'est qu'il se dit, ok, moi je dois, en tant que visionnaire et en tant que personne qui voit ce qui va se passer dans le futur sur l'AI, je dois créer ce groupe pour pouvoir gérer les conséquences. Alors c'est le grand retour de Adam Neumann, le cofondateur de WeWork. Visiblement, Adam Neumann, son fondateur originel, cherche à racheter les actifs de WeWork. Il y a une information qui a fuité qui montre que les avocats de Adam Neumann auraient envoyé une lettre à WeWork la semaine dernière, disant qu'il cherchait à racheter la société. Bon, on rappelle que Neumann, il avait levé des milliards de dollars, notamment auprès de SoftBank, dont on a parlé tout à l'heure, et qu'il avait dû quitter son poste de CEO en 2019 parce que il avait essayé de faire rentrer WeWork en bourse, on s'en rappelle, et ça avait été une catastrophe absolue. La tentative avait échoué et du coup, il avait été obligé de démissionner. Mais bon, dans la Silicon Valley, il en faut beaucoup plus pour décourager l'ami Adam. Qui peut-être est inspiré de Donald Trump. Je parle de Donald Trump parce qu'on est sur le marché de l'immobilier, que c'est un secteur que Donald Trump connaît bien. Et le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est tellement endetté et qui est tellement cyclique que, en gros, ce que je lisais dans la presse, c'était que bon, c'est normal de faire faillite, quoi. Grosso modo, c'est que ça se passe très souvent. On lance des projets immobiliers. Il y en a qui marchent. C'est un peu le spaghetti contre le mur. Il y en a qui restent collés. Il y en a d'autres qui se cassent la gueule. En fait, c'est pas très grave, quoi. Et visiblement, c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que Adam Neumann, il a essayé de lancer WeWork. Ça a pas marché. Mais c'est pas grave, il revient avec un nouveau projet et d'ailleurs il a envoyé un petit texte à Marc Andreessen, qui le cofondateur d'Andreessen Horowitz,
qui a investi 350 millions de dollars en 2022 dans le nouveau projet de Adam Neumann qui s'appelle Flow. C'est la nouvelle entreprise. C'est toujours dans le secteur de l'immobilier. Alors, on sait pas trop ce que c'est que Flow, quoi, en fait, mais c'est visiblement une start-up de location d'appartements qui, je cite, entend donner aux locataires un sentiment de sécurité, de communauté et de véritable propriété. Bon, alors là, on est dans de la flûte à bec et de la flûte de Pan. On sait pas exactement ce dont il s'agit, mais quand on commence à décortiquer, et il avait dit, Adam Neumann, avec mon nouveau projet Flow, WeWork sera soit un partenaire, soit un ennemi. C'est ce qu'il avait dit. Donc on comprend pas trop ce qu'il essaye de faire avec Flow, mais en tout cas WeWork est au milieu de son chemin et il a 350 millions de dollars et maintenant il essaye de racheter WeWork. Il y a un peu de software comme ça par-dessus aussi, tu vois. Il dit Flow, il y a de l'appartement d'allocation et puis il y a un software unificateur magnifique qui permet de justifier le multiple. Voilà. Ouais. Moi je pense que ce qu'il essaye de faire avec Flow, ce qui est assez intéressant, c'est que une des visions de ce que je comprends, c'est que il pense que le retour au bureau ne va pas avoir lieu. Et je pense qu'il essaye de créer des lieux de vie qui combinent à la fois vie et travail. Ce qui est pas forcément débile, je trouve, personnellement. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, en tout cas ici dans la Silicon Valley, les gens ne veulent pas retourner au bureau. Ok, mais en même temps, bosser chez soi, c'est quand même super chiant. Donc, what if dans le même building, j'ai mon appartement et un lieu de travail dans le même building, où grosso modo, je peux sortir de chez moi et aller me mettre dans un espace de travail collaboratif à 3 étages en dessous. Moi, c'est ce que je comprends en lisant entre les lignes du projet Flow de ce qu'il essaye de faire. Carlos, je suis complètement d'accord avec toi, sauf que Oui. Ça fait 2 ans qu'il a commencé la boîte techniquement. Il a levé 350 millions. Il devait sortir le website, le business plan, etc. en 2023. On Il y a en pas de website. 2024 aujourd'hui. Il y a rien. Il y a rien. On est 2 ans, 350 millions et toujours rien. Donc c'est un peu flou son flow. Ouais, c'est exactement. C'est très flou le flow là. Ouais. Par contre, alors moi le flow, j'avoue que l'histoire de voir ton appart dans le même immeuble où tu travailles, je suis pas tellement fan, sachant que Pourquoi au Explique final, ça. si je veux travailler de la maison, ben voilà, je me connecte sur Zoom ou quoi que ce soit et tu connectes en digital, tu utilises tu chat, Zoom et autres et voilà, tu as ton espace de travail digital. Et si je veux aller travailler dans un bureau, ben je vais soit à mon bureau qui est à 25 minutes d'ici, soit je vais dans un coffee shop pas loin, à 5 minutes d'ici, je me mets à une table, j'ai un mec qui me sert du café et c'est super sympa, j'ai plein de gens autour de moi. Ouais, mais il élimine juste ces 25 minutes là. Ouais, mais bon, de là à se dire, ok, je vais aller acheter un appart dans un gros immeuble où t'as un coffee shop en bas et c'est pour ça que je vais acheter mon appart et déménager toute ma famille, mais j'y crois pas trop. Je crois qu'on fait largement le boulot d'Adam Neumann en même débattant du sujet parce que globalement, il a rien annoncé, il a rien fait et c'est quelqu'un qui a comme track record d'avoir fait investir 16 milliards à 45 minutes. à SoftBank pour le tourner. On revient à un premier épisode de Silicon Carnet qu'on avait fait, c'était comment transformer 16 milliards en 8 milliards. Pour info, aujourd'hui, ça vaut moins d'1 milliard. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve ça quand même Attention, très fort. par contre, Flow sa valo de Flow est à plus de 1 milliard. Donc, on est déjà une unicorne sans avoir launché le business. Il y a même pas de site web, effectivement, quoi, en fait. Les billion dollar ouais. company. Il est trop fort. C'est Ah, quand mais même fallait payer cette l'entretien semaine, du jet c'était privé. vraiment du grand n'importe quoi de la Silicon Valley. Voilà, Là, on est exactement. Et de l'Amérique. on Il nage fallait dans- payer, on il nage fallait dans le payer délire. l'entretien du jet privé, donc fallait faire quelque chose. Voilà. Donc Flo. Voilà. Non, mais c'est une histoire de film à l'américaine au final. C'est tu vois un mec c'est le héros américain qui arrive, qui crée son truc, c'est incroyable, etc. Puis la chute qui est absolument incroyable à voir. Et puis maintenant, le businessman revient, le retour du héros qui revient et qui se dit bon, finalement c'était pas mal cette boîte, je vais la racheter, mais sauf que je vais la racheter beaucoup moins cher que ce que ça valait à l'époque. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent Neumann, etc. Est-ce que vraiment c'était lui derrière la chute de WeWork? Est-ce que c'était ses équipes aussi qui n'étaient pas forcément les meilleures? Je pense qu'on n'est jamais seul dans une chute ni dans un succès. Et donc au final tu te dis bon le mec il est quand même assez bon parce que là s'il rachète WeWork pas cher et puis qu'entre temps il sait toutes les erreurs qui ont été faites,
c'est probablement le seul mec qui sait remettre WeWork vers le droit chemin, parce qu'en fait les erreurs ils les connaissent, donc il sait maintenant quoi éviter et quoi faire. Vous l'avez déjà rencontré, vous, Adam Newman? Non. Moi, je l'ai rencontré une fois. C'est un mec hallucinant. Il a un charisme incroyable. Ce mec rentre dans une salle, tu ne vois que lui. Et il a une capacité de persuasion, il parle super bien, t'as envie d'être pote immédiatement avec lui. C'est assez hallucinant. Le mec est assez incroyable. Moi, j'ai eu une expérience, je discutais peut-être 5 minutes, quoi, tu vois, avec lui, mais c'était dans le cadre d'une conférence où il venait parler. C'était à l'époque de WeWork. J'avais été scotché par le bonhomme, quoi. Donc je pense que le mec est pas si mauvais que ça, effectivement, malgré le rise and fall de WeWork. Et je suis assez d'accord avec toi, Gary. Je pense que, en fait, je pense pas qu'il soit le seul responsable de la déchéance de WeWork. Je pense que il y a beaucoup de gens qui essayent de faire croire qu'il est complètement taré. Il y a eu ce fameux épisode, cette série sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu. On sait comment ces documentaires sont construits. Je vous invite aussi à lire ce bouquin Billion Dollar Loser, The Epic Rise and Spectacular Fall of Adam Newman and WeWork. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que il a été énormément poussé par les investisseurs à faire ce qu'il a fait, et que les investisseurs savaient très bien ce qui était en train de se tramer. Et aujourd'hui, dans ces documentaires, on essaye de le comparer un petit peu à une sorte de Elizabeth Holmes, tu vois, ou un Sam Bankman de chez FTX. Et je suis pas certain que ce soit le même type de personnage. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Je pense, toi, Kevin, tu penses que c'est un connard, toi. Bah, on avait quand même découvert des trucs dingues au moment du filing pour l'IPO quand même. Oui. Il avait quand même joué contre sa propre boîte. Il avait trademarké la marque WeWork, je sais pas quoi, WeLive, et il a revendé à WeWork sous forme de souscription. Il n'y a pas de petit gain. Hein. Voilà, attends. Ensuite, le move vraiment pourri que tout le monde s'accordait à dire, c'était WeWork investissait des sommes gigantesques dans les rénovations et les furnishings de ses bureaux. Des chiffres complètement dingues où des gens qui faisaient ça depuis des années savaient très bien le genre de coût que la moquette pouvait coûter, que les peintures pouvaient coûter, et il fallait pas mettre dans des environnements de bureaux des trucs de designers qui coûtaient ça. WeWork, ils ont tartiné, ils ont mis des budgets qui étaient 10 fois supérieurs à ce qui se faisait dans la moyenne de l'industrie pour avoir la moquette de designer versus la moquette de très bonne qualité, mais qui est pas de la moquette de designer dans tous les bureaux. Ils ont investi ça dans des bureaux qui ne leur appartenaient pas. Mais à qui appartenaient les bureaux? Attention. Adam Newman, parce que du coup Newman, certains d'entre eux. Ouais, certains, oui, évidemment pas tous dans le monde entier, mais en fait, il s'était amusé. Il y avait 850 sites à l'époque, hein. Je sais pas s'il en reste 850, mais à l'époque, il y avait 850 sites de WeWork. Réécoutez l'épisode 1 de Silicon Carnet, on parle exactement de ça, c'était il y a 4 ans, et où on mettait en exergue l'impossibilité du modèle économique de WeWork à l'époque. Pour moi là-dessus, c'est là où c'est une arnaque. En fait, c'est même pas c'est mauvais, c'est pas mal exécuté, c'est juste fondamentalement une arnaque d'un modèle qui a toujours été bancal. On a peut-être dit continue de faire ça parce qu'en effet, on aime les gens hors normes et les scam artistes. Il y a les gros CEO de la vallée, on en connaît aussi qui sont comme ça, hein. Larry Ellison, désolé, ton boss Gary, Mark Benioff, etc. C'est des gens qui sont hors normes. Ils peuvent te vendre tout. En effet, ils ont un charisme de dingue. Ah bah attends, je fais une parenthèse. Bouge tes oreilles, Gary. Là, tu n'es plus là. On va te bleurer. Est-ce que Baptiste, qui fait la post-prod chez nous, peut bleurer la case de Gary pendant que je vais dire ça? Quand tu parles de Mark Benioff, que j'ai rencontré aussi, pareil, l'anecdote, je suis au consulat de France, dîner organisé au consulat de France, de San Francisco, invité de Mark Benioff. Super sympa, il arrive en jean, super cool, machin, nanana, limite chemise hawaïenne, je me demande même s'il avait pas une chemise hawaïenne. Et la résidence du consul de France, elle est sur les hauteurs un peu Twin Peaks, et on a une vue sur la ville absolument incroyable. Je suis à droite de Mark Benioff qui regarde à travers la vitre
la ville de San Francisco, et il me dit This is my town, c'est ma ville. J'ai dit waouh, putain, j'ai pas parlé à Marc Benioff, c'est le premier truc qu'il me dit. Il me se tourne vers moi, on regarde dans la même direction, il me dit This is my town. Et je lui dis Why don't you become the mayor? Pourquoi tu deviens pas le maire de la ville? Et là, il me regarde, il me dit le maire de San Francisco. Il me dit le président des États-Unis. Il me fait comme ça. Parfaite illustration. Mais quand ça marche, quoi. Tu vois, parce qu'on peut pas dire, Marc Benioff, il a fabriqué quand même une entreprise Salesforce qui est absolument incroyable. Et aussi, juste pour revenir un peu sur le sujet de pourquoi on idéalise ces caractères-là aux États-Unis, quand tu regardes des shows comme We Crashed, ou quand tu vois que aux US on crée des shows autour des gens comme ça, c'est que ça fait d'une façon ou une autre, on leur vend le dream américain, et on n'a pas ça en France, on n'a pas ça partout dans le monde, mais c'est vraiment aux US qu'on rend ces gens comme des dieux, avec la télé, avec les news, avec les PR. Et je pensais beaucoup à We Crashed. Mais non, mais l'Amérique veut ça. Elle cherche ce genre de personnage-là. Autant en France, quand on a un Bernard Arnault, on dit que c'est quelqu'un de toxique pour la société française. Aux États-Unis, ils cherchent à fabriquer des Bernard Arnault toutes les semaines. Et comme ils y arrivent pas, parce qu'il faut un certain talent quand même pour être un Bernard Arnault, bah ils en inventent, quoi. Grosso modo. Ouais. Il y a ça, et puis je trouve que honnêtement, il y a deux choses. C'est que tu regardes la France, effectivement, je pense pas que la culture française est basée sur des héros et en général, quand tu réussis en France, et ça c'est en tant que Belge que je vais le dire, c'est que j'ai l'impression pratiquement les gens t'en veulent. Tu fais putain, t'as réussi, mais putain, et pourquoi pas moi? Et pourquoi tu devrais? Et aux US, c'est putain, t'as réussi, c'est trop cool. Comment tu l'as fait? Comment t'as fait? Tu deviens un exemple, parce qu'en fait t'es vraiment con, quoi, en fait. Donc moi je me suis un peu plus intelligent que toi. Donc si toi t'as réussi en étant si con, ça veut dire que moi potentiellement je peux réussir aussi, quoi, en fait. Et l'autre truc, c'est qu'en fait les Américains, t'as qu'à regarder tous les films américains, il y a toujours le héros et le méchant. C'est du 0 or 1 et ça marche très bien. Et donc quand tu te retrouves avec des CEO de boîtes qui réussissent super, ben hop, t'en fais un héros et ça marche bien pour la culture américaine. Et d'ailleurs dans les films américains, le héros est toujours un mec pas très futé. C'est-à-dire qu'il sort de sa compagne, tu vois, c'est un peu un loser, quoi, en fait. On pensait pas que ce mec-là, les odds étaient un peu contre lui, tu vois. Il démarre de rien. Et en fait, et c'est le rêve américain. Exactement. Et c'est le rêve américain. Tu démarres de rien et tu deviens le héros de l'histoire. Autre chose dont je voulais vous parler cette semaine dans Silicon Carnet, c'est que et j'adore parce que ça fait écho à ce qu'on a dit juste avant. Il y a eu un épisode cette semaine. On a fêté le Nouvel An chinois à San Francisco. Vous savez que San Francisco est une ville à forte dominance asiatique. Plus de 30% de la population de San Francisco est d'origine asiatique, américaine, mais d'origine asiatique. Et donc Chinatown, qui est ce quartier de San Francisco au cœur de downtown, fêtait le Nouvel An chinois. D'ailleurs, ma fille y était, elle s'est éclatée, elle a trouvé ça génial. Et tout d'un coup, il y a une personne qui a sauté sur le capot d'un taxi sans chauffeur Waymo et qui s'en est pris à ce taxi. Il a brisé le pare-brise du taxi. Et là, je vous montre la vidéo pendant que je vous parle, parce que tout ça, bien évidemment, a été filmé. On voit la population qui, tout d'un coup, applaudit. La foule commence à célébrer cet acte isolé. Et puis, tout d'un coup, ça se déchaîne sur le véhicule jusqu'à mettre le feu au véhicule. Les images sont assez impressionnantes. Il y avait personne dans le véhicule. C'était un véhicule qui était vide, conduit par l'homme invisible. Mais voilà, quoi. Donc on a eu un acte de vandalisme, et je voulais en parler avec vous. Ça paraît être un fait divers, mais quelque part, face à cette exubérance de la Silicon Valley dont on vient de parler, avec ces personnages certes déifiés, il y a aussi une réaction du petit peuple. C'est pas la première fois. On se rappelle des bus de Google qui étaient caillassés il y a quelques années. Il y avait une organisation un peu secrète qui avait pour petit jeu de placer des cônes de construction sur le capot des Cruise et des Waymo pour faire en sorte de les stopper au milieu du trafic, mais qui jamais ne s'en prenaient, vandalisaient pas les véhicules, ils les rendaient
inopérant. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Moi, je trouve que ce fait divers, j'ai un point de vue là-dessus, j'aimerais le partager avec vous, mais vous l'interprétez comment? Alors moi j'ai deux avis. Un, quand tu regardes les gens qui étaient autour de la voiture, tu vois que clairement ils étaient pas tout à fait, ils étaient un peu intoxiqués, on va dire, voire complètement bourrés. Donc ça c'est un truc. Donc ça reste un mouvement de foule où au final il y en a un qui commence à détruire quelque chose et tout le monde suit parce qu'en fait tout le monde est bourré et tout le monde trouve ça très rigolo. Malgré tout, ça symbolise quand même une certaine tension entre effectivement la population et puis le secteur tech en premier. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire quand même, voilà, c'est vrai qu'il y a ces déploiements parfois de technologies. Je trouve quand même que les voitures autonomes, c'est quand même incroyable de les voir fonctionner. Est-ce que c'est vraiment utile maintenant? C'est débattable. Le professeur nous explique que ça sert. Le professeur n'était pas du tout pour. Et honnêtement, je pense que on verra bien dans le futur ce qui va se passer. Mais par contre, c'est vrai que ça est déployé de nouveau de manière, on n'a pas vraiment demandé aux gens s'ils voulaient ça dans la rue, et puis tu te retrouves avec des voitures qui, parfois c'est un peu effrayant de se retrouver avec ça à côté de toi, où tu te dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer? La voiture va rentrer dedans ou pas? Donc voilà. Je pense que c'est un petit fait divers qui symbolise une tension grandissante entre la tech et au final les autres secteurs. Et avec l'AI, ça va devenir de plus en plus visible, parce qu'au final, l'impact de l'AI est gigantesque. Je pense pas qu'on se rend compte. Et sur le petit peuple, sur tout le monde. C'est ça le truc, c'est que l'AI, avant, il y avait des impacts. Par exemple, quand tu regardes Uber, ok, ça a impacté les chauffeurs de taxi. Honnêtement, ça a été fait de manière vraiment pas top. Mais c'était un impact sur un groupe de personnes. L'AI, ça impacte tout le monde. Ça change la société. Donc les tensions vont être d'autant plus Michel grandes. Lévy-Provençal, dans l'interview que j'ai fait avec lui la semaine dernière sur l'IA Act, lui, il dit que c'est pas une révolution technologique, c'est même pas une révolution business, c'est une révolution anthropologique. Yes. Il utilise ce terme-là, et je pense qu'il a absolument raison. Ouais. Tout à fait raison. Kevin, toi, tu interprètes ça comment? Tu citais dans les notes un livre de Rouchkov de Jean Telet. Et c'était hyper intéressant qu'il lisait. Vous l'avez lu, ce livre? Je l'ai pas lu, et je me souviens quand je l'avais vu, c'était les gens qui lançaient des cailloux sur le Google Bus, et j'ai trouvé ça. Je l'avais vu, je voulais le prendre parce qu'en fait je m'étais fait une remarque en disant ça. C'était qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Et pourquoi? Parce que c'était vraiment des bus qui emmènent des travailleurs à l'autre bout. À l'autre bout de la vallée, quelle est la logique? Et je trouve ça, en tant que fait divers, je trouve ça hyper intéressant sur le sens de la société. Et Gary, Eve, je pense qu'on est tous en plus de cette même génération. Si vous connaissez Breaking Smart de Venkatesh Rao, il m'a foutu dans le camp des vieux là. Un peu plus jeune quoi. Mais c'était parce que toi t'as pas découvert Internet et le codé Internet dans ta chambre quoi. Nous c'est le côté libérateur de l'informatique et d'Internet où tu peux être un acteur économique à 13 ans dans ta chambre quoi. Et ça c'est Breaking Smart de Venkatesh Rao, et c'est un truc de dingue, tu réalises ce que ça veut dire sur la société d'être un acteur économique important à 13 ans, et l'histoire, on les voit, hein, les Zuckerberg, etc. Tout le monde a commencé très tôt dans des dortoirs, dans des trucs, c'était pas du tout ça. Il y a un effet libérateur, une promesse incroyable derrière ça. Et là, on voit un truc complètement différent où en fait la société suit pas. Toute la société ne suit pas ce même entrain, et il y a quelque chose à regarder derrière. Il y a beaucoup de monde, surtout dans les élites de la vallée, qui rejettent ça sur une forme de ce qu'on appelle le néoludisme. Hein. C'était les ludites, c'était ces travailleurs dans les années 1800, début des années 1800 en Angleterre, qui cassaient des machines à tisser parce que ils se faisaient automatiser par les machines à tisser, et donc ils allaient les casser. La révolution des ludites. C'est devenu un terme dans la Silicon Valley. On dit les ludites qui sont contre la technologie. Mais c'est pas ça, c'est des mecs qui prennent des photos avec leur téléphone, qui s'appellent en même temps, ils savent très bien ce que c'est une voiture auto. C'est pas une révolte contre la technologie, c'est une révolte contre la distribution de la richesse qui se fait à l'inverse, concentrée par la technologie, là où tout le monde dans le monde galère. Et je pense que c'est un truc qu'on n'avait pas vu, c'est que Breaking Smart, c'est depuis ta chambre, tu deviens un acteur économique mondial, et tu vois Minecraft qui vaut je sais pas combien de milliards de dollars sur un jeu vidéo parce qu'il a une capacité de distribution gigantesque à travers le monde, et c'est un tout petit jeu codé un peu pourri en Java, etc. et ça fonctionne. Le problème c'est que ces milliards de valeurs, ils sont concentrés dans 30 personnes quoi.
qui eux vivent très bien. Et c'est une répétition de ça en fait. Où on se retrouve à quasiment un oligopole en fait technologique parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sait gérer cette technologie. C'est arrivé tellement vite qu'il y a peu de personnes qui sont capables de lever 7000 milliards de dollars ou de lever 250 millions sur un texte pour dire que je vais créer une boîte flow. En fait, on est à des années-lumière de ça dans la société de tous les jours. Et là, les gens commencent à se rebeller contre ça parce qu'il y a ce décalage-là. Et à San Francisco, c'est criant. Parce que San Francisco, il y a à la fois les gens que moi j'estime les plus pauvres au monde, parce qu'on parle pas des gens qui sont dans la pauvreté au sens ils ont rien. À San Francisco, les gens ont moins que rien. Ils sont endettés comme pas possible, avec des problèmes de santé, etc. Et on même en ayant des salaires. Hein. Oui, c'est ça, mais on parle de gens qui ont vraiment moins que rien. Ils sont dans le négatif, de chez négatif, et c'est impossible de se redresser de quoi que ce soit. Et en face, il y a les plus grands milliardaires qui passent justement en Uber, en taxi, en taxi autonome, etc. Qui les plus grands milliardaires de la planète qui sont à côté. Il y a les deux côte à côte à San Francisco tout le temps. Tout le temps, on le voit tout le temps. On sort d'un meeting de dingue, on parle de millions et de milliards, et en bas, il y a des gens qui sont en train de se piquer et qui sont à moins 40 000 dollars de dette de santé, quoi. Je vais écouter Eve, le point de vue de Eve là-dessus, quoi. Comment toi tu l'interprètes ça? Je suis pas fan de SF pour cette raison-là. C'est pour ça que j'ai jamais déménagé à SF et j'ai jamais compris pourquoi ce problème n'a jamais été réglé à SF. Je suis complètement d'accord que t'as un paradigme complètement à l'opposé à SF et que c'est l'endroit où tu le ressens le plus au monde. Mais je comprends pas pourquoi le problème n'a jamais été fixé. Pourquoi on n'a pas essayé de faire plus? Parce que je pense que les riches de San Francisco sont prêts à payer plus pour régler le problème, mais ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas, l'assumer. Ils pensent que on règle les problèmes par l'argent. Or, ces gens-là qui sont dans une misère, c'est la conséquence. C'est pas simplement, c'est pas parce que tu leur donnes du pognon. D'ailleurs, on leur donne beaucoup d'argent à ces gens-là et ça règle pas le problème. Je pense qu'il y a une méconnaissance parce que les gens qui font beaucoup d'argent et qui sont riches dans la Silicon Valley ne viennent pas de ce milieu-là et ne comprennent pas ce milieu-là. Et moi, quand ça m'arrive de discuter souvent avec des homeless, je leur donne du pognon, mais j'engage la conversation avec eux. Je ne fais pas que leur donner de l'argent. How you doing, boy? Et ce qu'ils me racontent, c'est toujours la même chose. C'est un engrenage infernal entre j'ai commencé à picoler, ma femme s'est barrée, j'ai perdu mon boulot. Ou dans un ordre différent, j'ai perdu mon boulot, du coup j'ai commencé à picoler et mon mec s'est barré et du coup ma famille m'a abandonné. C'est toujours ces trois choses-là dans un ordre différent avec des histoires toujours différentes, mais c'est toujours la même chose. Alors en plus, tu rajoutes l'opioïde par-dessus. C'est j'avais mal au dos, j'étais à l'hôpital, on m'y filait des opioïdes, je suis devenu complètement addict. Du coup, j'ai pas pu travailler, j'ai perdu mon taf et mon mari m'a abandonné ou ma femme est partie. J'ai perdu ma couverture santé parce que j'ai perdu mon taf, du coup j'ai plus d'appart. Exactement. Et en fait, les riches de San Francisco pensent que c'est juste une question d'argent, alors que c'est pas une question d'argent, c'est une question fondamentalement un vrai problème social du rôle. Et comme dit Gary, et ça va pas aller en s'arrangeant. Moi, ce qui me choque de plus en plus dans la Silicon Valley, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de féodalisme digital. Et ce que vous décrivez, c'est exactement ça. Il y a une terre qui appartient à quelques seigneurs, avec Facebook, Meta, Google, toutes ces boîtes-là. C'est des seigneuries. Et il y a des serfs qui prêtent allégeance en fait à ces seigneurs digitaux pour pouvoir exploiter ces plateformes. Où y travailler, ou pouvoir d'ailleurs développer des choses. On le voit bien avec OpenAI, on va développer des assistants GPT, mais il y a un seigneur qui s'appelle Sam Altman et la terre appartient à ce seigneur-là. Et je pense que c'est ça fondamentalement. Il y a des gens qui aujourd'hui se considèrent comme du tiers état et qui refusent parce que ce système féodal qui féodalise pas simplement maintenant les cols bleus comme dit Gary, mais y compris d'ailleurs les cols blancs. Et on regarde, les travailleurs ont été victimes de l'automatisation. Aujourd'hui, les cols blancs sont à risque avec l'IA. On a des layoffs à droite à gauche. Cisco, ils ont annoncé 5% de leur exactement qui a été viré. Ça va pas s'arrêter.
Oui, et c'est ça. Et quand je dis du féodalisme, c'est exactement ça. C'était on a des seigneurs hyper puissants, hyper riches, et qui, malgré leur profit record, annoncent des licenciements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Et puis il y a les gens qui en ont ras-le-bol et qui, comme tu dis Gary, quand ils ont pris 3 coups de trop, quoi, en fait, dans la tronche, c'est là qu'ils se révèlent, quoi, en fait, et qu'on a cette rébellion. Et c'est assez inquiétant. Parce que j'ai l'impression que ça touche effectivement tout le monde. Alors là, c'est complètement con, parce qu'en plus, une Waymo, il y a je sais pas combien de caméras et ça prend une photo toutes les secondes. Donc les mecs, ils vont être forcément identifiés. C'est débile d'aller attaquer une Waymo, quoi. C'est comme pourquoi les Tesla sont jamais volés, quoi. En fait, tu touches à la Tesla, t'as à peu près 360 photos qui sont prises toutes les secondes à partir du moment où tu déclenches la Tesla. Donc c'est idiot. Faut faire la révolution. On a loupé un truc, hein. Non mais sincèrement. La révolution, elle va arriver. On a loupé quelque chose. Parce que ces tensions, elles sont existantes et elles sont pas traitées. Et je pense que c'est des tensions qui existent depuis longtemps, qui sont exacerbées par, il y a eu le Covid, qui a déjà foutu tout le peuple sous pression et tout le monde est beaucoup plus stressé, etc. Entre-temps, t'as quand même la crise économique. Et donc, je trouve que tu ressens quand même une tension qui est dans la population. Qui vient de la tech, qui vient d'autres endroits. Mais des révolutions, il va en avoir, ça c'est certain. Et je pense que plus rapidement que ce qu'on pense. Je pense que dans la tech, on a un confort de vie on est des petits barons. On est des petits barons parce qu'en fait, on maîtrise une partie de. En fait, certes, c'est plus une machine outil ou quelque chose comme ça. On parle de maîtriser l'outil digital au sens large du terme. Mais globalement, on s'en sort très bien quand on a juste cette chose-là. Il y en a plein qui n'ont pas accès et qui ne peuvent pas le faire. Et je pense que là où Gary a vraiment raison, c'est que l'IA va mettre un coup d'égalisation très vite sur les petits barons. Tout le monde va se retrouver pareil. Et là, on peut en effet arriver à un effet où cramer des Waymo, ça sera un peu plus généralisé en fait. Ouais. J'ai une solution au problème. Je l'avais marqué dans les notes de l'émission. C'est faire la révolution. Donc j'ai 4 points. C'est sortir du modèle centralisé et de ce féodalisme numérique. Hein, la première chose. Il faut abandonner ce que j'appelle et ce que Rushkoff d'ailleurs appelle lui-même l'économie extractive, qui est très très intéressant. Lisez le bouquin de Rushkoff, il est très intéressant. C'est arrêter cette économie extractive et donner aux gens la possibilité d'échanger de la valeur et d'investir les uns dans les autres. C'est des plateformes comme Kickstarter sont des bons exemples de ça, ou eBay ou des choses comme ça. Il faut interdire les monopoles, ils sont trop nombreux, la puissance, le pouvoir et l'argent est concentré sur quelques boîtes, on le voit dans le domaine de l'internet, et il faut passer à un mode coopératif, et vive le Bitcoin, qui d'ailleurs le Bitcoin vient de passer les $50,000, vous avez vu, to the moon. Et puis ma 4e proposition, c'est de brûler Wall Street. Je suis désolé, mais je propose qu'on brûle Wall Street. Alors il y a Marc Benioff qui en prend d'un côté, il y a Wall Street qui prend de l'autre, là c'est bon. On va plus vous voir. Bon, écoutez, on va voir. Mais non, mais sincèrement, il y a des vrais sujets de société à se poser là-dessus, parce que ça ne marche pas là. Notre truc ne fonctionne pas. Il ne marche que pour quelques-uns. Et à l'ère de l'IA, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Gary, moi aussi, il y a des vraies questions à se poser. Elles sont pas simplement technologiques, elles sont véritablement sociétales. Il faut réinventer le modèle économique, je pense, et là-dessus, on n'a pas encore... et c'est pas l'IA Act que je lis de notre ami Thierry Breton, qu'on embrasse, qu'on adore dans cette émission, qui semble toucher le sujet, quoi, en fait. Quoi. Donc, il faut être encore un peu plus ambitieux que ça. Kevin, tu voulais réagir ? Ouais, et qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de rejeter la technologie avec sur fond de non-distribution du capital généré par la technologie, et c'est catastrophique. Je pense que moi je suis un super positif de la technologie. On a globalement une bien meilleure qualité de vie que tout ce qu'on a pu avoir. Même les gens qui sont pas bien aujourd'hui sont bien mieux que ce qu'on pourrait être il y a bien en arrière. Et le risque, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Kevin, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'était mieux avant, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, c'est pas du tout le cas. Notre vie aujourd'hui est bien meilleure que celle qu'elle n'était dans le passé, sauf que l'être humain, à part nature, le fait d'augmenter ses expectations au fur et à mesure que son mode de vie s'améliore.
C'est pour ça qu'il est toujours en quête de bonheur, il est jamais satisfait. C'est-à-dire que, en fait, notre vie est mieux qu'avant, sauf que la barre, on l'a augmentée, et donc on se dit, bah, on est toujours en dessous de la barre. Mais en fait, c'est pas vrai. Effectivement, la technologie, elle a vachement amélioré notre vie. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, qui est pas de réglementer la technologie. Il faut peut-être la réglementer en partie, mais il faut re-réglementer le modèle économique et le modèle financier qu'il y a derrière cette technologie, qui est féodal, quoi. Qui est féodal. Bon, on va faire la révolution dans Silicon Carnet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet, si on est toujours vivant. Hasta luego, amigos.